Clément Viktorovitch a décidé de parler de François Ruffin. Que pourrait-il mal se passer, allez-vous me demander? Eh bien, il pourrait se passer que Clément Viktorovitch trouve que c'est pas très bien que François Ruffin soit border raciste. Mais en fait, tout ça, c'est pas de sa faute, c'est la faute de Karl Marx. Parce qu'en fait, Karl Marx, c'était sa take aussi d'être un peu raciste. Oui, ça vous fait vous arracher les cheveux. Oui, nous aussi. Et donc, nous allons encore manger du Clément Viktorovitch aujourd'hui. Et au passage, on va aussi manger du Ruffin. J'ai envie de dire que c'est repas de seigneur aujourd'hui, les amis. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce que nous dégustions ce délicieux repas? Bah, moi, on me dit, tu vas taper sur Ruffin. On sait, je suis présent, j'ai pas foot. On me dit, tu vas défendre Karl Marx. On me sait, j'ai pas foot non plus. On me dit, tu vas taper sur Viktorovitch. J'ai pas foot. Tous ces trucs-là séparés. Donc là, quand Zoé me dit, on va taper sur Viktorovitch et Ruffin en défendant Karl Marx, autant dire que j'arrête tout ce que j'ai prévu, je laisse tout en plan et je saute sur ma chaise, je pose mon casque et on y va, quoi. Tu vois, ça me semble assez évident. Sur le fond, c'est assez révélateur ce qu'on va voir parce que c'est quand même presque notre histoire personnelle de rencontre entre Padu, moi, Zoé, la création de la Padu Team, c'est-à-dire d'arracher le marxisme soit à des, je sais pas quoi, de la gauche molle qui trouvait que ce serait des trucs dépassés, voire même un peu réac, que Viktorovitch va incarner, soit des marxistes, enfin des rouges-bruns, des gens un peu Oui. border, voilà, tu vois ce que je veux dire, qui se sont réappropriés le marxisme, voire même, tu sais, des Zemmour qui citaient Marx, et notamment ce concept-là de l'armée de réserve. Marx était pris entre deux feux, soit des gens qui le rejetaient complètement en mode c'est fini, et puis il y avait déjà des éléments border. Moi j'ai vu des gens dire Marx c'est déjà presque le complotisme antisémite parce qu'il accuse les bourgeois, etc. Enfin vraiment tout ce lore-là des 10 dernières années. Et puis les rouges-bruns qui disaient ouais il a raison, c'est un problème l'immigration, c'est dans le capital et tout. Bah là on va pouvoir faire une pierre deux coups. Les rouges-bruns incarnés par Ruffin, Viktorovitch incarnant la gauche, je sais pas comment on peut l'appeler, Pipou. Oui, la gauche qui trouve que c'est pas gentil Libéral. d'être raciste, voilà, et qui Voilà, pense que le racisme c'est une question d'affect aussi. On va revenir parce qu'il y a le mot affect qui va être prononcé, donc on va pouvoir rappeler un peu affect, le problème. mentionide. Non mais c'est intéressant, donc on va rejouer cette scénette là. Voilà, donc on est dans une pièce racinienne, tragique, où on va voir le pauvre Marx. Alors c'est plutôt une comédie de Molière, plutôt parce qu'à la fin ça va bien se finir, vous voyez. Mais voilà, on a deux bourgeois là, voilà, qui s'arrachent Marx et le pauvre Marx coincé entre les deux, en fait, qui ne peut pas s'exprimer. Et nous on va essayer d'exprimer le vrai Marx à partir de tout ça. Ce qui nous permet, vous avez bien aimé la capsule avec Cyrielle à l'Institut La Boétie là. On va en refaire d'autres avec Zoé parce que Zoé elle a plein d'extraits. Voilà, ce qui nous Oh permet oui. de refaire la pédagogie marxiste sur Marx, le travail, l'armée de réserve, l'immigration et comment on lutte contre les capitalistes et non pas contre nos camarades travailleurs, immigrés, frères en humanité. Eh ben, let's go. Que va nous dire Clément Viktorovitch? Je te laisse introduire. Donc là, nous allons regarder un extrait d'un stream de Clément Viktorovitch, le plus grand rhétoricien de France, j'ai envie de dire. Et c'est un stream sur lequel il parle de l'attaque de Ruffin sur le travail et l'immigration. Alors récemment, nous avons fait 2 capsules sur Ruffin, une où il est en Waffen-SS sur la miniature et où Padu et Chris décortiquent justement son discours sur l'immigration et le travail. Une deuxième que vous avez vue très récemment, qui est sur la BD hallucinante qu'il a sortie, où on voit tout son fond, toutes ses structures mentales racistes et toute la manière dont il considère son action politique, c'est-à-dire je viens, moi, vous sauver en chevalier blanc, etc. Je parle à la place des autres et tout ça. Bref, insupportable, vraiment. Et donc là, en fait, Clément Viktorovitch part de ça. Et vous allez voir qu'en fait, il trouve que c'est pas très bien que Ruffin dise que ouais, l'immigration, le travail et tout, c'est un problème. Mais en fait, c'est pas vraiment de la faute de Ruffin parce que c'est l'histoire idéologique de la gauche. Voilà, voilà. Et donc, on est parti, Klemovitch, let's go. Ça fait maintenant 3 semaines que tout le monde parle de Ruffin et de l'immigration. En fait, il est opposé au plan du MEDEF, ce qui, bon, n'est pas si surprenant et n'est peut-être pas une mauvaise chose. Il n'a pas vraiment de proposition sur le fond. Il a l'air surtout perdu et imprécis sur le sujet. Et quand Jusque-là, Ruffin perdu, imprécis, qui dit des évidences contre le MEDEF. Bon, pour l'instant, on est plutôt d'accord avec Clément. Là-dessus, j'ai envie de dire, et ça, c'est cadeau pour toi, on va être Clément avec lui. Zoé.
Pardon. Il n'a pas l'air d'être sur une ligne radicalement différente du reste de la gauche. Donc vous allez me dire, tant de bruit pour rien. Réponse, Eh bien non, je préchote. non. Bien sûr que non, Oh. pas tant de bruit pour rien, il y a des vrais problèmes. En fait, les vrais problèmes chez François Ruffin sont moins des problèmes politiques que des problèmes rhétoriques. Déjà, quand Non, on mais a vu la BD de Ruffin, quand on sait ce que c'est sa vision du monde, quand on sait ce que sont ses propositions, allez voir la première vidéo qu'on a fait, Padu et moi, sur son lancement de campagne, sur sa proposition autarcique de protectionniste, sinophobe, etc. Je pense qu'on n'est pas sur un problème politique. Après, on va y revenir. En plus, comme si on pouvait séparer rhétorique et politique, mais ça, c'est vraiment la catastrophe Viktorovitch. Mais déjà, là, rien que ça, pour moi, c'est problématique comme séparation, quoi. C'est qu'il a choisi de créer, enfin, il a choisi de mettre au centre de son discours un slogan « Je suis hostile à l'immigration de travail ». Et en fait, même si derrière ce slogan, les positions politiques ne sont pas claires, et quand on lui pose des questions, n'ont pas l'air si éloignées du NFP, mais ce slogan lui-même, il vient mobiliser des affects xénophobes. Les affects sont là. Il vient pas mobiliser une vision du monde. Et Mais oui, la comme mise s'il en- n'y avait pas de rationalité au fait de concrètement vivre la pénurie dans ta vie tout le temps. Allez voir notamment la dernière capsule qu'on a fait sur Lumière l'après, qui parle du vote RN dans les campagnes. Alors, on en avait fait une première où elle racontait que les classes populaires blanches votent Parti socialiste dans les campagnes. Bon, on avait débunké un peu tout ça, mais on en a fait une deuxième, qui je pense est une de nos bonnes capsules aussi, où on rentre en détail sur comment le racisme, le pacte raciste, est une des solutions trouvées à la crise du capitalisme et notamment la pénurie engendrée par le capitalisme néolibéral. Donc la pénurie de logement, la pénurie d'accès aux soins, la pénurie d'accès à l'éducation, d'accès aux services publics en règle générale, la pénurie d'argent pour pouvoir se payer ce dont on a besoin, l'électricité, etc. Quand on rentre dans la tête qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, les gens se mettent naturellement à avoir pour réponse soit on bifurque totalement, on sort du paradigme du capitalisme néolibéral et on dit ce n'est pas vrai qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, nous pouvons créer une politique de l'abondance qui part des besoins des gens, etc. Ça, c'est le communisme, hein, d'accord ? Soit on est obligé de rentrer dans un truc où on commence à se demander comment qu'on va faire pour trier les gens, parce que comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, faut retirer un nombre de gens. Si on n'a pas prévu qu'il y en ait plus, tu vois, ou si on n'a pas prévu de produire suffisamment, du coup, il faut trier qui en a et qui en a pas. Et là, le racisme devient une solution rationnelle. C'est pas une question d'affect, parce que là, vraiment, on a l'impression qu'en fait, le racisme, c'est un truc, c'est un sentiment, quoi. C'est une émotion. En fait, d'un coup, tu vois, tu te réveilles le matin et tu sais, ça va vraiment dans ce truc de ouais, en fait, les gens, ils aiment pas ce qui est différent d'eux, etc. Mais Ouais. les gens, ils aiment pas. C'est vraiment une vision, tu sais, un peu SOS racisme débile, tu vois, du racisme vu dans les années 80. Après tout, la Flance Blamber, c'est vrai que mon voisin, il n'est pas comme moi, mais au fond, est-ce qu'on pourrait pas devenir copains ? Vision un peu Ruffin, d'ailleurs, du Très racisme, Ruffin. quand tu vois que dans sa BD, il dit, voilà, à la fin, on devient tous copains, et puis le restaurateur qui avait viré les meufs voilées, en fait, c'était pas du tout de l'islamophobie, c'est juste qu'on s'est pas compris. À la fin, on partage un bon moment tous ensemble, et c'est ça, la France, en fait. C'est la réunion entre La Courneuve et Amiens, tu vois, c'est ça qui est beau. En fait, c'est, encore une fois, la prise de solution par le pacte raciste est rationnelle. Il faut arrêter de se dire les affects comme ça, parce que surtout, en plus, les affects, si tu veux, les gens ne comprennent pas trop pourquoi on critique la notion d'affect, mais c'est que penser qu'il y a des gens, en fait, ils ont des affects, c'est dans leur tripes, en fait, ça fait partie d'eux, et donc c'est des trucs qu'on ne peut pas changer. Bah oui, vous ne pouvez pas changer des affects des gens, tu vois. Et en fait, il faut aller parler aux affects des gens, et donc, contre les affects racistes, il faut créer des affects non racistes. Mais non, en fait, il faut comprendre quel est le problème qui aboutit au fait que les gens voient ça comme une solution. Et une fois qu'on a compris ce problème, on propose une solution alternative, meilleure, qui rend rationnelle une autre solution que la solution raciste. C'est ça. En plus, comme tu disais, les affects, c'est quelque chose de naturalisant. Et on pourrait les contrecarrer par l'éducation, être éclairé. Ça, c'est très, tu sais, les gens qui pensent que le racisme, le pacte raciste viendrait des classes populaires un peu bêtes. Tu sais, ça, c'est vraiment ce que tu disais, tu parlais des SOS racistes. Ouais. Tu vois, Viktorovitch, il va être là-dedans. Non, mais si on sait décoder la bonne rhétorique, si on a les bonnes connaissances, si on a les bons débunkages, en fait, on va faire disparaître le racisme. Ruffin, c'est pareil, tu vois. Et puis, cette naturalisation, elle est aussi à l'extrême droite, de dire, mais de toute façon, il y a toujours eu du racisme, c'est des comportements
comportement normal de l'humain, tu sais, un peu évopsy, voilà. Tu vois, tout ça, c'est naturalisant. Un affect, chez Spinoza, hein, c'est quelque chose de très important, c'est considéré comme une force. C'est pas quelque chose qu'on peut faire disparaître. On peut l'orienter, le réorienter, mais on le réoriente de la même manière, tu vois, vers la raison, etc. Donc, tu as toujours ce côté, ceux qui n'ont pas d'affect raciste, ce seront les élites, les plus rationnels, les plus raisonnables, tu vois. C'est toujours la rationalité pour eux, jamais pour les autres. C'est pour ça que c'est une philosophie profondément élitiste qui ne comprend pas que non, ce sont des organisations sociales conscientes, des fois non conscientes, reproduites et projetées par les individus. Les sociétés racistes sont des sociétés qui tiennent parce que des gens y trouvent leur compte. Ce n'est pas simplement par pulsion, par manque de connaissances, etc. C'est parce que des gens y trouvent leur compte, y trouvent des ressources, savent que ces ressources-là, ils ne l'auraient pas dans les mêmes quantités de ressources, comme tu l'as dit Zoé tout à l'heure, si on devait le partager. Voilà. Si on vous dit que ce sera les mêmes quantités de ressources, mais il faut les partager, ils savent qu'ils vont avoir moins. Donc, c'est des modes d'action, d'organisation. Nous, on parle du jeu de cartes, etc. C'est une façon de jouer ces cartes, le pacte raciste, où justement, si vous voulez privilégier votre confort, vos positions sociales, vos biens matériels, la façon de vous reproduire ou de vous reproduire votre petit cercle, et ben vous êtes obligé de jouer ce jeu-là et de le reproduire. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est changeons les règles du jeu. Parce que là, les règles du jeu de Viktorovitch à Ruffin, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est de dire, est-ce qu'on va s'habituer à avoir moins parce qu'on est tous gentils, on est tous copains, ou est-ce que, et donc c'est quelque chose de très idéaliste, ou alors, tu sais, quelque chose de très de droite, la soumission au réel. Quoi. Les règles de la pénurie, du capitalisme sont légion, sont naturelles, et donc, chacun pour sa gueule, etc. Voilà. Et puis, il faut comprendre les gens qui sont racistes. Voilà. C'est vraiment fondamental de sortir de cette dichotomie débile, raison, affect. Les gens n'agissent ni à un moment avec leur raison, ni à un moment avec leurs affects. Non, les gens agissent en conscience. Et c'est ce qui fait la projection et la vision du monde. Ça veut dire que les individus n'agissent pas dans l'instant T maintenant par rapport à du passé de manière purement réactive. Ils se projettent dans une société qui leur paraît la plus cohérente, la plus efficiente pour se maintenir et pour se développer. Voilà. Et tu sais, sur ce truc des affects, là, ça me fait penser à une conférence de Chapoutot que j'avais regardée, qui date de plusieurs années, qu'il avait faite au moment de la sortie de son bouquin qui s'appelait La Révolution culturelle nazie. Et donc Chapoutot fait toute sa conférence, je crois que la vidéo est très longue, elle dure 2 ou 3 heures. Et donc il explique, vraiment, lisez ce bouquin, hein, La Révolution culturelle nazie, c'est très intéressant. Il montre comment vraiment le nazisme, en fait, en plus Chapoutot, Ingrao et tout ça, c'est vraiment des historiens qui ont fait ce travail de sortir du truc de, en fait, c'était pas, il y a eu un méchant gars, il s'appelait Hitler, il est arrivé au moment où c'était un peu la crise et du coup les gens l'ont suivi par leurs affects antisémites, etc. Et que se serait-il passé si Hitler avait eu les beaux-arts et qu'il n'avait pas été à la tête du parti nazi et tout. Donc eux, ils montrent vraiment qu'en fait, ce parti est plus largement le mouvement völkisch, le mouvement ethno-nationaliste qui monte en Allemagne dans les années 20 et tout, est un mouvement collectif, c'est pas un seul gars, tu vois. Et surtout qu'ils arrivent en proposant vraiment une société, une forme d'utopie, en fait, tu vois, bien sûr. une forme de projet. Et donc, ils présentent tout ça. Et à la fin, donc tu as des questions du public et tu as une meuf, on la voit pas, mais à la voix, tu sens que c'est une meuf qui a une 50aine d'années et tu vois bien la meuf prof agrégé, tu vois, enfin vraiment ce profil-là, vraiment. Et elle, en fait, donc elle prend la parole, elle le remercie, elle dit un truc du genre, voilà, oh là là, c'est vraiment terrible de voir ce que la barbarie peut être parfois, etc. Enfin voilà. Et elle conclut en disant, voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment éduquer les enfants, quoi. C'est vraiment l'éducation, l'éducation, l'éducation. Et Chapoutot répond très bien. Il lui dit, c'est pas vrai. C'est pas une question de gens pas assez éduqués, qui n'ont pas assez réfléchi, qui écoutent trop leurs affects, etc. Et il montre bien, et ça c'est très vrai, que en fait le parti nazi tient sur des universitaires. Ce sont des gens très diplômés qui se retrouvent dans les Einsatzgruppen à aller faire du ball-trap avec des bébés au bord de fosses en Lituanie et tout. C'est des mecs cons à une époque où l'accès aux études universitaires est extrêmement réduit, hein, beaucoup plus que maintenant. C'est des mecs cons, des thèses en droit, des thèses en philosophie, etc. C'est des mecs hyper éduqués. Ce n'est pas un problème d'éducation. Les gens ne sont pas racistes parce qu'on leur a pas assez expliqué que c'était méchant.
C'était pas ça le truc. En fait, les nazis sont nazis parce que dans les années 20 en Allemagne, il y a une très forte opposition entre d'un côté des militants communistes et de l'autre des militants ethno-nationalistes, des militants völkisch, qui proposent tous les deux visions du monde qui sont des solutions à la crise que vit l'Allemagne à ce moment-là. La crise post-Première Guerre mondiale, et puis ensuite en 29, cette crise qui frappe l'Allemagne d'une brutalité énorme. C'est le pays d'Europe qui subit le plus de brutalité à ce moment-là, et se retrouve avec un taux de chômage à 50% et tout, enfin des trucs qui te font exploser une société en fait. Et on en a déjà parlé et tout, mais le centre à l'époque qui, plutôt que d'aller vers un projet communiste, qui était la vraie alternative à ce moment-là, font des circonvolutions, machin, soi-disant pour éviter les nazis d'arriver au pouvoir, et au final font arriver les nazis au pouvoir en faisant ça, en refusant la radicalité, en refusant de soutenir notamment Thälmann, qui est le chef du Parti communiste allemand à ce moment-là. Bref, et donc vraiment, je te jure, j'ai pensé à cette conf, pourtant ça fait des années que je l'ai vue, mais ça m'a vraiment fait penser à ça, ce réflexe de, en fait, il faut de l'éducation, c'est vraiment, en plus moi c'est ce qu'on m'a martelé quand j'étais gamine, tu vois, de, ah là là, quand même, quand les gens sont bien éduqués, il n'y a pas de problème. C'est faux, c'est faux. Mais... La question n'est pas le niveau d'éducation, la question c'est quelle est l'alternative politique, quel est le projet politique que tu portes et vers quoi tu fais te projeter les gens. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que souvent c'est aussi une mauvaise interprétation, tu sais, des croisements sociologiques. Il y a des gens qui ont fait des croisements sociologiques entre le niveau de diplôme et le niveau de vote Front National ou RN. Et ils vont dire, ah regardez, plus on est diplômé, moins on vote RN. Et ça prouve que l'éducation empêche de voter RN. Mais en fait, ça c'est une interprétation non matérialiste et idéaliste de ce que c'est le diplôme. Le diplôme ne révèle pas votre niveau de conscience de la réalité, il révèle votre niveau d'intégration à la société. Ce que veut dire, et Zoé a raison, ce qu'elle dit, c'est que dans une société nazie, les gens les plus nazis seront les plus diplômés parce que ce seront littéralement les plus intégrés et les plus adéquats à la conservation. Et les gens les plus diplômés, pourquoi ils ne votent pas RN ou moins LFI ou etc. Voilà. Parce qu'ils ne subissent pas la crise. Voilà, c'est simplement, c'est parce que quand on est oppositionnel et on est en crise, on a deux voies possibles. Et c'est pour ça que le livre de Chapoutot est très intéressant, mais même son titre est intéressant. Il appelle ça révolution, et c'est fondamental de comprendre le nazisme comme un mouvement révolutionnaire. À gauche, il me disait en disant « Ouais, mais la bourgeoisie et le fascisme, comme il y a quelque chose entre les deux, c'est la même chose. » Non. La bourgeoisie, il y a un saut qualitatif entre les deux. C'est pas fasciste dans son mode normal. C'est un mode de crise qu'elle essaye d'éviter, mais de survie. Et effectivement, la bourgeoisie, quand dans sa crise est trop avancée, elle a le choix entre se couper le bras et se couper la tête. Vous voyez ? Mais se couper la tête, c'est laisser la société aux communistes, et se couper le bras, c'est laisser la société aux fascistes. Si demain on vous pose la question entre se couper le bras ou se couper la tête, je témoigne en face d'un médecin reconnu et diplômé, voilà. Je pense que si demain je veux reprendre le pouvoir et je veux gagner du temps, Zoé, me couper le bras me laisse un petit peu plus de temps et de reprise de possibilités que de me couper la tête. Voilà pourquoi je ferai toujours ce choix-là. Je confirme. Mon bac plus 10 me permet de confirmer. Donc c'est très important de comprendre ça, qu'il y a cette tripartition en période de crise, et que non, ce n'est pas un mode normal, le fascisme, c'est pas un mode mondain de la bourgeoisie, non, c'est un mode critique, voilà. Et donc cette idée, voilà, du diplôme et de l'éducation qui empêcherait la barbarie, c'est faux. Dans le monde barbare nazi, les gens les plus intégrés sont aussi les plus diplômés. Et tu vois, juste pour finir, après on repart sur Clément Viktorovitch, mais tu vois ce que tu dis sur le fait que c'est une révolution et qu'il faut comprendre le nazisme comme une révolution, tu vois. Christian Ingrao, à peu près à la même période, écrit un bouquin qui s'appelle La promesse de l'Est, que je vous conseille aussi. Et pareil, lui, il vient parler d'utopie, et tu sais, ça peut gêner les gens de se dire, mais c'est pas une utopie, c'est que de la violence, etc. Mais si, en fait, il se projetait dans une société utopique, et dans ce bouquin, Christian Ingrao, il raconte comment des espèces de zinzins là, se mettent à penser qu'en fait, l'espace vital, le Lebensraum, comme ils ont une vision biologisante des peuples, etc., du peuple germain, en fait, s'étend sur toute l'Europe de l'Est, sur la Pologne, sur une partie de la Russie, etc. Et donc, ils vont aller conquérir ces territoires avec pour objectif de les germaniser. Et donc, ils font des trucs de zinzin, ils recherchent des populations, parce qu'il y a beaucoup de diaspora allemande, prusse, etc. à cette époque-là. Ils vont chercher des communautés qui vivent loin depuis des siècles et tout. Ils vont les récupérer pour les implanter dans des territoires en Pologne, à la place de fermer polonais. Ça fout un bordel de ouf, parce que contrairement à ce qu'on raconte, les nazis n'étaient pas du tout bien organisés, les trains à l'heure, etc. C'était une organisation d'État complètement... Chapoutot parle d'organisation métastatique, tu sais, c'est-à-dire de plein de petites agences qui sont en concurrence les unes les autres et tout. C'est des mecs qui détestaient l'État, tu vois, par exemple. Carl Schmitt, bien etc. sûr que Carl Schmitt a été mis sur le banc,
Parce qu'il était considéré comme trop étatiste, quoi. Exactement. Mais tout ça pour conclure que voilà, le projet nazi, c'était pas un truc d'affect et tout. Par contre, tu vois, l'utopie, tu vois, quand tu dis l'utopie, tu pourrais dire ah, mais du coup, ça parle aux affects des gens. Ça parle à leur rationalité, ça les fait se projeter rationnellement dans un monde, dans un nouveau possible. C'est pas une question d'affect, c'est une question de conscience, encore une fois. Bref, voilà, désolé, mais c'est notre petite affectophobie qui parle là. Non, mais c'est important, c'est une capsule théorique qui est nécessaire pour comprendre justement que cette opposition raison-affect est une pensée bourgeoise et conservatrice, quoi. Quand vous dites aujourd'hui, dans l'état actuel du débat public, au sein du contexte rhétorique et politique qui est le nôtre, quand vous dites « je suis hostile à l'immigration de travail », les sentiments auxquels vous vous connectez chez les électeurs et les électrices sont immédiatement des sentiments xénophobes. Ces phrases-là ne peuvent pas ne pas faire écho à celles qui sont prononcées à longueur de discours et à longueur d'interview par Marine Le Pen, par Jordan Bardella, par Bruno Retailleau, qui ont fait du rejet de l'immigration, notamment qui ont fait du rejet de l'immigration le cœur de leur rhétorique et le fond de commerce de leur politique, notamment Alors, si je puis me permettre, tu peux aussi mettre dans le sac les macronistes. La loi asile-immigration qui date de... c'était 2021, je crois, ou 2022. Non, c'est 2020. Non, c'était plus tard. Oui, c'était 2023, c'est le deuxième mandat. Cette loi a été absolument dégueulasse. Il y en a une partie qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel et tout tellement c'était des dingueries, mais ça, c'est des trucs de macronistes. Hein. Et le Parti socialiste, Clément Viktorovitch, si je puis me permettre, quand ils étaient au pouvoir, ont fait la déchéance de nationalité, ont instrumentalisé la menace terroriste pour justifier des politiques sécuritaires et racistes. En fait, la réalité, c'est que ce n'est pas... Et là, je viens à ça parce que lui, il dit ça stimule des sentiments xénophobes dans un contexte où il y a la droite et l'extrême droite qui tiennent des discours xénophobes. Mais la réalité, c'est qu'une immense partie du spectre politique français, y compris jusqu'au Parti socialiste, tient des discours xénophobes, fait des politiques xénophobes, parce qu'il n'y a pas que des paroles, il y a aussi des actes, hein, des mecs qui sont au pouvoir ces dernières années. Et en fait, ce n'est pas aller stimuler un sentiment, c'est choisir une réponse au problème posé. Et choisir une réponse qui n'est pas la réponse communiste et qui donc va forcément vers le pacte raciste. Et ça, c'est ce qu'on vous expliquait juste avant. C'est là où il est faible, en fait, Viktorovitch, parce que justement, il dépasse pas les mots, quoi. Il dépasse pas la rhétorique, parce que lui, il entend immigration, il dit « Ah, bah c'est le RN et tout, tu vois. » Mais en fait, le problème de Retailleau, Bardella ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont même pas opposés à l'immigration que de travail. Ils sont opposés à l'immigration même culturelle. Le problème aujourd'hui de l'extrême droite, c'est pas simplement qu'elle nous vendrait que, en fait, il y en a pas assez pour tout le monde, la pénurie, ça, comme tu le disais, c'est suffisant à être macroniste de dire il y en a pas assez pour tout le monde, faut réguler. Depuis toujours, les sociétés françaises, il n'y a pas eu un moment où la bourgeoisie, où l'État français n'a pas régulé l'immigration en fonction de la pénurie qu'elle créait. Tu peux prendre n'importe quel moment, des années 40, des années 50, des années 60, des années 30, etc. La bourgeoisie est au pouvoir dans ce pays et elle régule l'immigration pour, on va le voir après, tenir l'équilibre entre le coût du travail et les besoins de main-d'œuvre. Donc vraiment faire croire qu'il y aurait un moment, comment dire, où cette immigration, cette vision de François Ruffin pourrait permettre l'immigration, c'est juste l'hégémonie normale de toute la vision du spectre politique. Voilà. Et ça, on va le montrer. Il n'y aurait qu'une vision vraiment communiste, claire, pas comme le PCF, hein, qui pourrait justement l'empêcher. Donc là, il se trompe complètement. Le degré de racisme de Bardella, de Zemmour, etc., c'est justement d'aller encore plus loin, que ce seraient des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble, c'est une vision islamophobe, c'est une vision de la hiérarchie, et je vais même aller plus loin, en fait. Tu n'as pas appris la leçon de ce que sont les proto-fascistes réels comme Trump et Meloni. Ce sont des gens qui se satisfont très bien de l'immigration de travail et du racisme en même temps. Voilà. L'important pour eux, c'est justement que les immigrés qui viennent travailler soient au plus bas du bas de l'échelle de la société et ne servent qu'à maintenir la posture de privilégiés de gens plus natifs qui n'auraient pas à se salir les mains, à aller au champ ou à aller nettoyer les chiottes ou faire ce genre de trucs et qui permettent à des Viktorovitch d'exister. La régulation de l'immigration pour faire les tâches les plus pénibles dans le centre-impérialisme, c'est exactement les conditions de ton travail, Viktorovitch. C'est ça la réalité de cette immigration que toi tu ne vois pas. Viktorovitch parle comme un citoyen athénien, soi-disant dans la démocratie,
qui ne voit pas que sa subsistance même repose sur des esclaves. Et il fait croire que celui qui voudrait être plus violent avec les esclaves serait l'ennemi de la démocratie. Tu es toi-même en condition, justement, de reproduction de ce que tu crois attaquer chez Ruffin. Et qui peut être poreux avec l'extrême droite. Mais l'extrême droite va être encore plus loin et beaucoup plus autarcique. Elle est sur une vision racialiste, etc., qui est d'ailleurs assez idéaliste, et puis en fait en pratique elle ne pourra qu'être libérale et en même temps raciste, c'est-à-dire très hiérarchique. Donc vraiment tu te gourres de A à Z, tu es toi-même ruffiniste sans le savoir, tu es toi-même adepte d'une société qui va réguler l'immigration de travail pour pouvoir te permettre toi d'être seulement prof à Sciences Po et de ne pas partager le travail avec tous. Et quand on dit tous, c'est au maximum. Plus les gens seront nombreux, plus les frontières seront ouvertes, plus on pourra partager le travail. Nous-mêmes, notre position, on va le dire après, c'est de dire il n'y a jamais trop de monde tant qu'on s'organise collectivement. S'il y a trop de monde, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources. Et quand il n'y a pas assez de ressources, il faut voir si la décision de cette ressource est collective et qu'on s'organise au contraire, ou si elle est appropriée par quelqu'un qui dit « Non, non, je ne veux pas en donner plus ». Aujourd'hui, c'est la bourgeoisie qui décide de la quantité de travail dans son intérêt propre. Moi, je te trouve un peu cavalier de dire que Clément Viktorovitch a un positionnement politique, alors que pour moi, il est parfaitement neutre. Il ne fait que analyser la rhétorique, Chris, et donner des clés de compréhension aux gens. Et je pense que ça, c'est parce que tu fais partie de la meute et les filles, à mon avis. Ben, je pense que intellectuellement, on est assez honnête. À chaque fois qu'on lui tape dessus, on montre un petit peu tout l'arrière-plan matériel qui génère son logiciel de pensée, là, sa vision du monde, comme nous on dit, rationnelle et affective, que lui n'arrive jamais à exprimer. Voilà. On aimerait savoir quels sont les affects de Clément Viktorovitch. Et tu verras que Alors, vous allez voir, mais moi, je pense qu'il a des affects anticommunistes, mais bon, on va voir. En allant exciter chez les travailleurs une forme de ressentiment contre les travailleurs immigrés qui viendraient voler leur travail. Donc là, Là, c'est SOS Racisme 2.0, là. C'est vraiment, là, c'est Malek Bouti, Harlem Désir, je sais pas quoi, là, touche pas à mon pote, vraiment. Des gens qui ont créé les conditions de la concurrence entre les travailleurs, de la pénurie, de la violence, voilà, en libéralisant, parce que je rappelle que le libéralisme est la concurrence de tous contre tous, et qui, en plus, ont dit... Mais en plus, vous vous comportez mal, les pauvres entre vous. Voilà. D'abord, c'était les travailleurs blancs qui étaient justement en proie à vouloir du racisme. Puis maintenant, c'est les travailleurs immigrés qui, soi-disant, viendraient en France et mériteraient pas vraiment d'être là parce que du travail, il y en a, et ils mériteraient pas vraiment d'être là parce que, en fait, ils s'intègrent pas très bien, parce qu'ils continuent de porter le voile ou je sais pas quoi, etc. Enfin, vraiment, cette vision bourgeoise de la violence concurrentielle que les classes ouvrières et populaires vivent, quoi. Alors ensuite, donc, vous savez, c'est la pas du team, 1 minute d'extrait, 1h30 de blabla, etc. Donc on est obligé de prendre des moments qui sont pas trop longs, sinon la vidéo dure 4 heures. Et nous n'avons pas le temps de faire des vidéos de 4 heures, et vous n'avez sûrement pas le temps d'écouter des vidéos de 4 heures tous les jours. Là, on vous passe un moment où en gros il dit, certes, il se fait taper dessus François Ruffin parce que la manière dont il le dit n'est pas la bonne, mais en réalité, le fond de son projet politique est un fond qui est un classique à gauche. Et donc là, il va citer 3 exemples. Il va dire Jaurès, toute fin 19e siècle, disait déjà que le capitalisme international ne devait pas pouvoir exploiter la force de travail, etc. Il tourne ce truc-là, genre, en fait, l'immigration est utilisée par le capitalisme pour mettre la pression sur les travailleurs, en gros, et donc faire baisser les salaires, etc. Deuxième exemple qu'il me donne, c'est Marchais, et je pense que tout le monde connaît cet extrait de Marchais. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Voilà, et donc ça, cet extrait est ultra connu parce qu'il a été multi-récupéré. Oui, voilà, par l'extrême droite, par les rouges bruns, etc. C'est vraiment la tarte à la crème classique. Et il cite un 3e extrait qui est Jean-Luc Mélenchon dans un discours de 2018. Oui, il y a des vagues migratoires. Oui, elles peuvent poser de nombreux problèmes aux sociétés d'accueil. Elles posent de nombreux problèmes quand certains s'en servent pour faire sur le dos des malheureux du profit.
Et nous avons toujours réagi de cette manière. Si vous lisez Jean Jaurès, si vous lisez tous les penseurs du socialisme, ils ont toujours dit « Vous vous servez de l'immigration pour abaisser le coût des salaires. Vous vous en servez pour lutter contre les acquis sociaux. » Honte à vous! Et en gros, Viktorovitch conclut que c'est une take de gauche classique et donc qui ne comprend pas pourquoi on tombe autant sur Ruffin à part qu'il a mal formulé son truc. Et là, il va nous dire, en fait, tout ça, ça vient du concept d'armée de réserve de Karl Marx. Et alors là, autant vous dire que nous, on est trop contents parce que ça, cette récupération du terme d'armée de réserve par des droitards, des rouges-bruns, etc. Alors, soit, quand c'est des rouges-bruns, pour essayer de faire croire qu'en fait, la pensée marxiste est une pensée raciste. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais en gros, c'est ça. Soit par des anticommunistes, qu'ils soient de gauche, comme Viktorovitch peut-être, ou qu'ils soient de droite, pour dire « Ah ben regardez, Marx sera slard, etc. » Sauf que le terme d'armée de réserve du capital dit comme ça serait l'immigration. Bref, on va laisser Clément Viktorovitch nous expliquer, mais il raconte, comme toutes ces personnes que je viens de citer, n'importe quoi sur ce concept, et donc on va pouvoir enfin revenir dessus, même si je crois qu'on l'avait déjà fait dans d'autres vidéos, mais comme il y en a 1100 sur la chaîne, si vous voulez, à un moment, voilà. C'est de la répétition que vient la notion. Voilà, donc petite leçon pédagogique. Ouais, donc on démarre avec Jean-Luc Mélenchon qui justement vient de dire ce qu'on a dit là avant. Il a dit un truc important, l'immigration n'est pas le problème. L'immigration est une conséquence du pouvoir de la bourgeoisie sur la société. L'immigration aujourd'hui, je rappelle, ce n'est pas les immigrés qui décident de passer la frontière comme ils veulent, quand ils veulent. Il y a plein de gens pour les contrôler, pour les traquer, pour les renvoyer chez eux en charter. Il y a des budgets pour les traquer, il y a des budgets pour les martyriser, il y a des budgets pour les mettre dans des centres de rétention, il y a des budgets pour des flics qui les traquent, il y a des budgets pour qu'on puisse aller les trouver à l'école, il y a des consignes pour que les profs ou les médecins, je pense aussi, les dénoncent au service, voilà. Alors, pas officiellement en tout cas, je crois, côté médecin en tout cas. Hein, nous, après, il y a le secret médical et tout, et alors autant vous dire que s'il y a un truc comme ça, vraiment, radiez-moi, je ferai pas ça. Hein. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses, les immigrés ne sont pas décideurs de quand ils viennent, voilà. Et aujourd'hui, l'immigration, comme depuis toujours, est organisée, contrôlée par la bourgeoisie, et la bourgeoisie décide qui rentre, qui sort. Des fois, c'est beaucoup quand il y a besoin de main-d'œuvre, des fois, c'est moins quand ça se referme. On a montré plein de fois que en fait, les grandes périodes d'immigration viennent quand il y a des grands besoins de croissance et de main-d'œuvre, et puis ça se rétracte ensuite. Et donc là, Mélenchon avait dit précédemment, bah oui, aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aux travailleurs qui subissent cette immigration, comme les travailleurs immigrés la subissent aussi. On les fait venir et puis à un moment donné, on les rejette. Et non, là, regardez ce que va faire Viktorovitch. Il va faire croire qu'en fait, l'idée même de cette analyse que l'immigration est une conséquence du pouvoir bourgeois, en fait, ce serait anti-immigrationniste. Mélenchon redirait la même chose aujourd'hui. Je pense que son discours sur l'immigration a évolué, et si vous me demandez, je pense que c'est tant mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans... Ce qui est marrant, c'est qu'il pense que Mélenchon est devenu moins marxiste qu'avant, et qu'il pense que Mélenchon dirait aujourd'hui, en fait, l'immigration n'est pas du tout un levier patronal, quoi. Enfin, vraiment, c'est catastrophique, quoi. Dans l'histoire de la gauche française, il y a en fait une ligne, alors sous des formes différentes, évidemment, sous des rhétoriques différentes, avec des accents différents, adaptés à l'époque, adaptés aux orateurs, mais il y a une ligne de rejet, ou sinon de rejet, du moins d'hostilité à l'immigration, dans l'intérêt des travailleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le fond de l'argument est le même. Et là, c'est grave. Mais là, c'est grave, et c'est grave de chez grave. La ligne communiste, ça n'a jamais été la fermeture des frontières, le rejet de l'immigration. Ça a toujours été la reprise en main des travailleurs et l'égalité des droits pour tout, pour tous, et l'organisation des travailleurs par eux-mêmes. Jamais Marx, Jaurès et les gens du mouvement ouvrier n'ont dit fermer les frontières. Les rares qui l'ont fait sont des gens rétrogrades et réactionnaires qui se sont soumis au libéralisme, comme certaines personnes de la CGT dans les années 60, et on l'a dit ensuite des Georges Marchais qui ont été suivis par tous les Manuel Valls, etc. Jamais il n'y a eu d'hostilité
aux immigrés, aux camarades immigrés. C'est pour ça que l'internationaliste, et dans cette vidéo, il n'y a pas un seul mot sur la dimension internationaliste, sur le fait que prolétaires de tout pays, unissez-vous. C'est le mot d'ordre du marxisme et des communistes depuis toujours. C'est une honte de faire croire que le mouvement ouvrier, sous toutes ses formes, aurait été anti-immigrationniste. Mais c'est honteux. Il y a juste un tout petit moment, mais je ne sais plus si c'est dans les extraits qu'on a sélectionnés, où il dit de toute façon, plus personne à gauche n'est sans frontiériste. Tu vois, il utilise le terme sans frontiérisme. Non mais c'est une folie. C'est de se dire hostile ou attentif du moins aux vagues migratoires, parce que ces vagues migratoires sont dans le désintérêt des travailleurs français qui subissent la concurrence d'une main-d'œuvre meilleur marché et qui fait donc pression sur les salaires. Mais justement, c'est là la porosité entre les rouges-bruns et leur récupération marxiste. L'immigration n'a jamais été vue comme un désintérêt pour les travailleurs immigrés. Les gens qui font ça font du marxisme dévoyé. Ça a toujours été vu comme un intérêt de la bourgeoisie. Si demain l'immigration dans un monde communiste où le prolétariat était au pouvoir et exerçait sa superbe dictature du prolétariat, voilà, le monde, voilà, la vraie démocratie, toutes les masses migratoires seraient un bienfait, parce qu'elles permettraient de réduire la quantité de travail nécessaire à tous pour faire le nécessaire. Ce que dit le mouvement ouvrier depuis le départ, c'est que ce n'est pas le désintérêt des travailleurs, c'est l'intérêt de la bourgeoisie. C'est l'intérêt d'une classe qui a entre les mains le pouvoir d'État, le pouvoir policier, le pouvoir de dire qui rentre pas, et surtout le pouvoir d'embaucher ou de ne pas embaucher. C'est ça qui fait qu'elle a le pouvoir sur le contrôle du travail. Ça n'a jamais été de dire c'est un désintérêt en soi l'immigration pour les travailleurs. C'est un désintérêt dans le mode du production capitaliste. Donc le combat des travailleurs, ça a toujours été de ne jamais combattre leurs camarades immigrés, mais associer à leurs camarades immigrés, de les mettre au niveau des droits identiques, et surtout d'abattre la bourgeoisie. C'est vraiment une honte de traduire le mouvement ouvrier comme ça. Moi, ça me rend fou. Voilà, il y a Ruffin, il y a Viktorovitch, il y a tout ce qu'il faut. Allez, attends, il n'est même pas arrivé à Marx encore. Vous n'êtes pas prêts, là. Ce discours-là, c'est pas un hasard. Si on l'a à gauche, avec des accents différents, encore une fois, mais c'est pas un hasard si on l'a à gauche depuis très longtemps, parce qu'en réalité, quand vous regardez, c'est un des cœurs des principes, ou plutôt des principes, pas des principes, mais c'est un des cœurs de l'analyse économique marxiste depuis Marx lui-même. Le gars parle comme un libertarien anti-marxiste, oui. Quoi. C'est... Oui. C'est ses affects qui parlent, Chris, j'ai dit. C'est pas plutôt sa position sociale et son compte en banque. Non, je sais pas. Ah, ben moi, j'utilise le mot affect comme eux, d'accord ? Voilà, c'est ça. Cœur de l'analyse économique marxiste depuis Marx lui-même, et ça fait référence en réalité à un concept marxiste qui n'est plus souvent cité, même si Gilles Bornstein, alors c'est étonnant, même si Gilles Bornstein l'avait, qui est le concept d'armée de réserve du capitalisme. Quelle est l'idée de Marx ? L'idée de Marx, c'est de dire que... Ah oui, là j'ai vu l'extrait, il a fallu quand même que je sois bien assis pour entendre un niveau de conneries comme ça, vraiment. Le système capitaliste pivote sur le marché du travail. Le marché du travail, dans la vulgate libérale, le marché du travail est censé être équilibré parce que c'est un marché sur lequel les travailleurs qui viennent louer leur force de travail et les capitalistes qui possèdent les instruments de production, donc les travailleurs et les capitalistes viennent négocier, les travailleurs ayant besoin de travailler pour vivre et les capitalistes ayant besoin d'une force de travail pour faire fructifier, enfin pour faire fonctionner. C'est marrant. Il se reprend quand il dit fructifier. Tu sais, il allait dire une vérité marxiste. Ah non, fonctionner pour pas choquer des bourgeois. Mais vraiment, c'est la CIA ou quoi, le gars ? CIA, écoute, apparemment on n'a plus le droit d'accuser les gens d'être de la CIA, sinon c'est complotiste, donc je ne me permettrai pas de faire ce genre de choses, mon cher Chris. Moi je lis là à 14h16, on va reprendre, mais il y a quelqu'un qui dit à 14h16 dans le live, Klemovitch tente de parler de marxisme, la capsule pas du team sera salée. Et oui.
Il y a des gens qui Nous sommes des gens extrêmement prévisibles et ça ne nous pose aucun problème, sachez-le. Ah, là, c'est juste pas possible. Donc, on va le laisser. Mais vraiment, là, on est dans l'antimarxisme pur. Faire croire en plus qu'il y aura un équilibre voilà, dans la vulgaire. Mais vraiment, il est en train de tenir un discours libéral, quoi. De production et fructifier leurs investissements. Dans la vulgate libérale, le marché du travail est censé être équilibré, c'est-à-dire que quand vous avez trop de capitalistes et pas assez de travailleurs, enfin plutôt, quand vous avez trop de travailleurs et pas assez de capitalistes, eh bien, effectivement, les capitalistes peuvent négocier les salaires à la baisse, mais quand vous avez trop... Parce qu'il existe un monde, Chris, où il y a trop de capitalistes et pas assez de travailleurs. Tu savais ça ou pas? C'est le T'étais au jour où il y courant aura ou pas? plus de capitalistes que de travailleurs. Je pense le monde ne tiendra pas, Ah bah Clément. non. Par Donc, définition, non, ils ne font rien, Clément, je te rappelle. Hein, qu'ils ne font rien. C'est littéralement l'écart entre la masse de travail et le travail fourni. Donc en fait, ce que font les capitalistes, qui sont toujours en sous-nombre par rapport aux travailleurs, c'est pas qu'ils se réduisent entre eux ou ils s'augmentent entre eux, c'est qu'ils diminuent le niveau de travail, le nombre de postes ou le temps exercé pour un poste. Voilà, c'est ça qui se passe, Clément. Enfin, t'es vraiment, mais argument catastrophique, quoi. trop de capitalistes et Bah plus assez de oui. travailleurs, là, c'est les travailleurs qui peuvent tout d'un coup négocier. Moi, je rêve d'un monde où il y a plus de capitalistes que de travailleurs. Alors, c'est ce qu'il vient de dire là. Regarde, écoute ce qu'il va dire. Il va expliquer. Salaire à la hausse. Voilà, tu vois, en fait, les moments où on peut négocier les salaires à la hausse, c'est quand il y a trop de capitalistes par rapport aux travailleurs. Tu savais pas, toi, Chris, que tous les conquis sociaux, etc., se sont faits dans des moments où il y avait trop de capitalistes par rapport aux travailleurs? Ça n'a rien à voir, Chris, avec le fait de s'organiser entre travailleurs et de mener des luttes sociales. C'est pas ça qui se passe, d'accord? C'est ça. Ce qui se passe, c'est juste une question d'offre et de demande qui est déséquilibrée. Il n'y a pas d'agentivité de l'homme dans l'histoire et tout ça. À Sciences Po, ils n'en ont pas parlé à Clément, donc il ne sait pas. C'est ça. Bon, alors là, il allait de dire c'est la vulgate libérale, mais lui, on sait pas où il se place, en tout cas là. Non, mais il est neutre et apolitique. Ah oui, Marché, c'est que quelque part, elle va réguler en permanence les salaires pour que les travailleurs soient payés au juste prix de leur labeur, compte tenu des équilibres du au juste prix. Le juste prix, le prix juste, c'est Mos Majorum qui lui a expliqué comment on connaissait le prix juste de Ah quelque ouais. chose. En fait, c'est vraiment ça le but des capitalistes, c'est de payer les gens au juste prix. C'est ça. C'est ça leur but. Leur but, c'est pas du tout de pressurer. Et du coup, cycliquement, il y a tout Mais le temps des vraiment. putains de crises de cons. Mais dites à vos amis de pas regarder ce gars-là, il vous fait du mal. Allez, Je- Chris repart dans sa croisade pour que les gens arrêtent de regarder Viktorovitch. Ah, mais moi, je suis comme ça. Moi, je suis un vrai concurrent libéral. Je veux tuer mon concurrent, tu vois. J'ai trop de capitalistes, comme. Non, mais. Bon, je simplifie sans doute trop, et je simplifie sans doute mal. Ah, C'est que là, il a commencé à voir qu'il se faisait tenser dans le chat. Il s'est dit, bon, Non. moi je suis rhétoricien, je sais comment on s'en sort. Il suffit de dire, oh, peut-être j'ai un peu simplifié, mais voilà quoi. en vrai, vous êtes meilleurs que mes conseils, les gens de la pas du team. Mettez-lui la pression. Voilà, continuez de le regarder. Mettez-lui la pression en MP comme vous faites. Là, c'est vraiment parfait. Non mais arrête, ça va passer pour de l'appel au harcèlement. Ne faites c'est pas pas- ça, le harcèlement c'est méchant. Je C'est vous du rappelle que harcèlement. le... Ah non mais Du attends, harcèlement, la tu sais, pression Chris, de dire- Chris, là on discute avec un Science Piste qui fait de la production de contenu politique sur Internet. Donc ces gens ont quand même la notion de harcèlement facile. Je me permets de rappeler ça quand même. Et c'est-à-dire que toute conflictualité politique est interdite quand on est Science Piste et bien installé et qu'on fait des belles phrases. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Ce que dit Marx, et qui est important, c'est de dire que tout le concept d'une négociation sereine et équilibrée d'un rapport de il fait passer Marx. En fait, Marx, c'est le secrétaire général de la CFDT, Chris. Tu savais? Est-ce que tu savais? Ah, je vous jure, c'est Chris qui m'a envoyé ça. J'ai écouté ça, j'étais là. Oh putain! Oh putain. C'est quelle folie! Oh la vache, c'est la CFDT, Marx. Putain. Ah oui, oui, oui. au sein du marché du travail s'effondre quand on rappelle deux choses. Déjà, d'une part, le marché du travail pour les capitalistes, pour les capitalistes, l'enjeu du marché du travail, c'est faire fructifier les instruments de production, les moyens de production. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais Faut... si, Non, Chris. l'enjeu, Ah, c'est- mais Chris, tu vois le mec qui a une usine qui fabrique des chaussures.
Son but, c'est de faire fructifier son usine. C'est pas du tout de tirer le max de pognon pour sa gueule à lui. C'est faire fructifier le moyen de production lui-même. Parce que c'est ça qu'il a au cœur, en fait. C'est produire des chaussures. C'est ça qui le fait kiffer. Ça n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent. D'ailleurs, quand tu lui expliques qu'on pourrait faire un monde où on produit des chaussures sans que personne se mette de thunes dans la poche, il trouve que ça peut pas marcher, tu vois. Tellement il aime faire des chaussures. Chaussures qu'il ne fait pas, du coup. Hein. Il fait bosser des gens qui font des chaussures. Hallucinant. Juste pour rappel marxiste, donc, ce qu'on appelle les machines, là, ce qu'il a l'air de dire, ça s'appelle le capital constant. Donc on ne fait pas fructifier du capital constant. Voilà, la machine, elle est là, quoi. Au contraire, il faut l'amortir. Là où on extrait de la plus-value, c'est sur le capital variable, c'est sur les gens. C'est sur la force de travail, qui est une marchandise dont on peut extraire plus de valeur qu'on ne lui donne. Voilà, c'est pas le cas des machines. Donc, vraiment, ce type est en train de nier le capitalisme et l'exploitation de la plus-value en live. Alors, si je puis me permettre, si je peux le sauver, pour être sympa avec Clément, je pense qu'il le fait sans s'en rendre compte, Chris. Si ça peut te rassurer. Tu vois. Je sais pas si ça te rassure. Mais voilà. Je pense que c'est pour le coup, il n'est pas conscient de ce qu'il fait là. Il est dans sa fausse conscience là. Donc, sois indulgent. Moi, tu vois, ce qui me fait halluciner, c'est que à la fin, il va se faire reprendre dans son chat là, et il dit ah bah tant mieux si je savais pas, je suis pas un grand lecteur de Marx. Mais en fait, moi je suis surpris, je tombe de ma chaise. Voilà. Mais du coup, pourquoi t'en parles ? Mais voilà, c'est ça qui me rend fou. Mais moi, je suis un gars. Moi, tu vois, je suis pas une grande cinéphile. J'ouvre pas ma gueule sur Keshish, tu vois, par exemple. Parce que j'en ai vu un, je trouvais ça à chier, mais comme j'ai pas de goût en cinéma parce que j'y connais rien, moi je ferme ma gueule, quoi. Voilà. Alors, tu vois, toi, t'es dans la courbe de QI, pas cinéphile tout en bas. Voilà. Ah ouais, moi j'ai vu La Graine et le Mulet, j'ai trouvé ça horrible. Ce qui est pourtant le moins pire. Parce qu'il y a l'esquive aussi, mais voilà. Donc, Ah non, oui, c'est l'esquive que j'ai vu, pardon, c'est l'esquive. C'est les gamins là qui font du théâtre là. Ah ouais, ils prennent une bourgeoise, ils la mettent dans une banlieue. Oui, c'est ridicule. Et tu vois, t'es dans la courbe, pas cinéphile, c'est de la merde. Cinéphile de moyenne zone, imposture. C'est vraiment excellent, et vraiment cinéphile, c'est de la merde. Voilà. Donc bref. On salue le camarade Antoine Goya qui vient de prendre une balle gratos. On pense à toi. Alors qu'il a fait une excellente vidéo sur la BD de Ruffin. Un jour ce débat viendra. Bref. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, le côté, je sais pas si c'est peut-être le côté ascension sociale, autodidacte et tout, mais je pensais qu'il fallait avoir lu tous les livres, voire même tous les livres 2 fois pour ouvrir sa gueule. Alors moi, tu vois. Ça, vraiment, Chris, je te jure, pour ceux qui savent pas, Chris, tu sors pas d'une famille où il y avait des gens qui avaient beaucoup de diplômes, etc. Tu vois, pas trop. Et toi-même, t'as pas fait beaucoup d'études, quoi. Non. Moi, tu vois, comme j'ai fait médecine, j'ai côtoyé que des gens qui sortent de familles avec, allez, on va utiliser un terme bourdieuien, des gros capitaux culturels et scolaires, tu vois, des gens, en fait, toute ta famille fait au moins bac+5, voire en général bac+8, tu vois, a des super gros boulots, etc. L'immense majorité des gens avec qui j'ai fait mes études ont fait ça. Et du coup, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, les bourgeois, tu vois, ils ont plein d'avis sur les choses, ils ont l'air d'avoir connu plein de trucs et tout, mais c'est vraiment un truc, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le syndrome de l'imposteur. Ils ne l'ont pas. Donc en fait, ils peuvent se permettre d'ouvrir leur grande bouche comme ça sur des trucs où ils y connaissent rien, avec un air très assuré. Et du coup, toi, tu peux être un peu impressionné par leur assurance et tout, et dire putain, c'est quand même vraiment. Et puis en fait, quand ça arrive sur un sujet que tu maîtrises, ou bah toi, sur les sujets que tu maîtrises pas, t'as pas ouvert ta gueule, tu vois. Mais quand ça arrive sur un sujet que tu maîtrises, donc là, tu te rends compte que le gars, en fait, n'a pas lu le livre, mais genre aucun. C'est-à-dire qu'il a lu, c'est son cours d'hypocagne de merde là, pardon, avec tout le respect pour l'hypocagne évidemment, hein. Mais tu vois, son truc de cagneux, tu sais, il a fait des espèces de synthèses de cagneux de con. Oui, voilà, tu vois, c'est ça. Et il a rien compris, tu vois. Puis il s'est pas posé la question du truc et tout. C'est des trucs, ça sert. Ils le rangent dans une boîte dans leur tête. C'est la boîte me la péter en société, tu vois. Et donc, ils ont un certain nombre de trucs. C'est les gens qui font des citations, tu vois, par exemple. Des citations de con. Zemmour. Voilà, tu vois, c'est vraiment science-piste de fou, tu vois. Comme c'est cagneux science-piste, tu vois, comme type de structure mentale. Et du coup, toi, mon Chris, quand on a commencé à discuter ensemble et tout, j'ai vu que vraiment Chris, il se tapait des trucs, tu sais, sur Twitter, il y a encore quelques années, quand on l'avait pas géré un peu, voilà. Il pouvait se lancer de débats pendant des heures sur des bouquins méga précis de philo et tout. Et au bout de 2 heures de débat avec un trou du cul, tu vois, il arrivait, il disait, mais en fait, il a pas lu le livre. Mais non, il a pas lu le livre. Évidemment qu'il a pas lu le livre. Il y a que toi, Chris, et toi, et ta classe sociale d'origine qui pense que les bourgeois ont lu les livres dont ils parlent. Ils ne les ont pas lus. Mais oui, mais tu vois, moi, on peut me dire plein de trucs. T'as pas compris, Chris, tu raccourcis, t'as lu trop vite. Tu vois, il y a plein de façons de le dire. Mais
J'ai essayé de me farcir le truc. Alors, tu vois, j'ai peut-être... Et moi, c'est là que ça m'hallucine. Vous dites ça à Chris, vous les bourgeois, mais vous vous rendez pas compte, c'est que Chris, il va relire le livre 3 fois derrière, en se disant peut-être que j'ai vraiment pas compris. Puis il est là, il relit le livre, il nous rappelle, il dit mais en fait c'est le mec qui dit de la merde. Mais oui, c'est le mec qui dit de la merde, évidemment. Mais tu vois, et c'est moi ce qui me fait encore plus halluciner. C'est pour ça que je dis arrêtez de regarder Viktorovitch, mais c'est aussi une provocation, mais c'est aussi vrai. C'est comment vous pouvez écouter un gars qui peut être intéressant, qui vous explique les stratégies rhétoriques, etc. Voilà, la façon de manipuler. Alors que c'est un type qui vous parle de livres qu'il n'a pas lus. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors vous écoutez un voleur vous parler de vol. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est cohérent. Tu vois ce que je veux dire ? Si vous dites Viktorovitch est un faussaire, donc en bon faussaire, il nous explique comment débusquer les faussaires, tu vois. Mais moi, c'est exactement ça, Chris, en vrai. C'est exactement ça. Mais là où c'est précis, tu vois, la position de Viktorovitch, c'est que du coup, il dit de la merde. Il se rend compte qu'il dit un peu de la merde, donc il s'en sort en disant oui, bon, j'ai peut-être un peu raccourci, tu vois, voilà. Et derrière, il va dire des trucs de genre, mais doutez de tout le monde, y compris de moi. Tu vois, c'est vraiment la phrase de fils de pute. C'est nous, parfois, on dit, ouais, vous êtes trop sûr de vous, vous êtes trop machin. Moi, je suis désolée, alors chacun ses préférences. Mais moi, je préfère quelqu'un qui est un peu honnête, tu vois, sur ses positions et qui dit, moi, voilà, ma position, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je pense que c'est de la merde pour telle raison. Plutôt qu'un mec qui dit, écoutez, moi, je sais pas, je vais regarder ça de ma position surplombante et je vais parler de livres que je n'ai pas lus pour instiller des petits trucs de merde. Genre, Marx était un énorme anti-immigration, machin. Et puis après, quand je suis pris la main dans le sac, j'ai dit, mais vous devez douter de moi et vous ne pouvez pas m'en vouloir car je vous ai toujours dit que vous deviez douter de moi. C'est bon. Et le gars, mais sans déconner, quoi. Allez, on reprend, mais ça me fait tomber de ma chaise. Le travail pour les capitalistes, c'est de faire fructifier les moyens de production et de générer de l'argent. L'enjeu du marché du travail pour les travailleurs, c'est la subsistance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certains capitalistes, notamment Frédéric Lordon, mais il n'est pas le seul, parlent. Non, je pense qu'il voulait pas dire que Frédéric Lordon était un capitaliste. Mais je pense qu'il voulait dire que c'était un marxiste, ce qui est pire que de dire que c'est un capitaliste, hein, pour moi. Mais en parlant du marché du travail, de chantage à la subsistance. L'idée que la négociation, quand l'enjeu pour l'un, c'est gagner plus d'argent, et l'enjeu pour l'autre, c'est de survivre, de pouvoir mettre un toit sur sa tête et de la nourriture dans son frigo, l'enjeu n'est pas le même et le rapport de force pèse immédiatement en faveur des capitalistes. Ouais, c'est vrai qu'on avait besoin des 3 livres du Capital pour avoir compris ça de Marx. C'est son apport à la pensée sociale. Putain, la vache, quoi. Et puis surtout, et ça c'est ce que dit Marx, le marché du travail, il est systématiquement déséquilibré par l'existence de ce que Marx appelle une armée de réserve du capitalisme. C'est-à-dire la présence sur le territoire en chaque instant d'une main-d'œuvre au chômage ou employée. Mais oui, au chômage, oui. Qui existe, qui est là et qui sert aux capitalistes pour faire pression à la baisse sur les salaires. Mais alors, est-ce que tu contestes ça, Clément ? Mais alors, attends. Donc, là, on en est à un point où, au début, il dit plein de slop, là où on se dit, le mec a pas lu le livre et il a pas compris. Bon, à la limite, c'est pas grave, mais du coup, c'est bizarre d'aller expliquer un truc que t'as pas compris et que t'as pas lu. Mais pourquoi pas, tu vois ? On en était là. Mais là, en fait, on se rend compte que le terme d'armée de réserve, finalement, il sait ce que ça veut dire. Il sait que ça parle de ce que, dans le capitalisme, on appelle les chômeurs et que nous, dans notre langage, on appelle plutôt les privés d'emploi. Justement pour parler de ça. C'est-à-dire, on va rentrer dans le cœur de l'idée de l'armée de réserve après. Et je me permets immédiatement de faire la pub pour un entretien On ne veut plus qu'on a fait avec Alexis Borde de la CGT Chômeurs et Précaires, qui vous parle en détail pendant 45 minutes, vachement mieux que Clément Viktorovitch. Mais alors vraiment, ça vaut 50 heures de stream de Viktorovitch qui vous parle de Marx, je vous le dis tout de suite. Allez voir, il vous explique exactement comment le fait de maintenir un chômage structurel relativement élevé est un moyen pour les capitalistes d'utiliser, de pressuriser la totalité des travailleurs, ceux en emploi et ceux privés d'emploi, car les chômeurs sont des travailleurs privés d'emploi. Laissons Clément continuer. Parce que du coup, comme il sait que c'est ça, pourquoi il présente Marx en disant « gna gna gna, c'est une take anti-immigration » et tout pour dire ensuite qu'il parle des chômeurs et pas des immigrés. Qu'est pas ça ? Est-ce que... Moi, je veux bien qu'on arrête de traiter les gens de CIA, mais quel est cet agenda qui est de ne pas le lire, de ne pas le comprendre, de mentir dessus pour ensuite dire des choses différentes, à part si tu es un énorme anti-communiste ? Je ne comprends pas, en fait. En plus, Marx parlait pas simplement des chômeurs à l'époque, parce que le chômage n'était pas aussi bien organisé aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui, c'est les chômeurs, vraiment l'armée de réserve, parce qu'ils sont
formés, ils sont réorientés, il y a tout un appareil Mais là, il en d'État. parle aujourd'hui, là. Voilà, tu vois, et Marx en parle, l'immigration était un moyen important, mais tu avais aussi toutes les classes en déliquescence qui étaient encore Mais oui. plus important pour le marché de travail. Les paysans qui étaient appauvris et qui s'arrachaient de leurs terres, la petite bourgeoisie. Le fameux exode rural, etc. Voilà, les vagabonds, etc. Ce qu'il appelait aussi le lumpenprolétariat. Tout ça, c'était l'armée de réserve. C'était pas simplement l'immigration, quoi. Et il faut voir au 19e siècle, parce que je me permets de leur dire, le 19e siècle est un siècle qui est, je trouve, hyper absent de nos formations de base en Ah oui. histoire, tu sais, Mm. au collège, au lycée, etc. Alors que c'est un siècle qui est vraiment historiquement extrêmement important à étudier et à comprendre pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et au 19e siècle, on vous l'a déjà expliqué, mais Révolution française fin 18e siècle, et en fait, c'est une révolution qui permet à la bourgeoisie d'arriver au pouvoir, de supplanter l'aristocratie dans les places dominantes de la société, se met en place le capitalisme, etc. Et la mise en place du capitalisme industriel au 19e siècle se fait avec une brutalité, mais un truc. Souvent, je le redis, mais les hôpitaux au 19e siècle, le terme d'hôpitaux, historiquement, les lieux de soins, c'était tenu par des religieux, etc. Et les hôpitaux généraux, ça devient des lieux d'enfermement de ce qu'on appelle les indigents. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au 19e siècle, à Paris, 1 personne sur 8 est indigente. Est-ce que vous vous rendez compte du délire? C'est-à-dire de gens qui n'ont aucun logement, aucun moyen de subsistance, 1 personne sur 8. Donc oui, ça, c'est de l'armée de réserve, effectivement. Aujourd'hui, elle existe de toute façon, de fait, dans le marché du travail par l'existence de nombreuses personnes au chômage, de nombreuses personnes sans emploi qui jouent le rôle d'armée de réserve du capitalisme, selon les termes de Marx, et qui favorisent le fait que aujourd'hui, quand tu viens négocier ton salaire sur le marché du travail, la plupart du temps, tu n'es pas en rapport de force puisque, grosso modo, les patrons te disent « Écoutez, si c'est pas vous, ce sera un autre ». Il y a quelques métiers en tension pour lesquels c'est pas vrai, mais il y a plein de métiers moins en tension pour lesquels c'est vrai. Même ça, c'est bon. Non, mais ça, c'est faux, parce qu'en fait, les métiers en tension, c'est 500, 300 000 personnes. Le nombre de chômeurs, c'est 7-8 millions. Vous voulez lire une vraie bande dessinée sociale, vous ne lisez pas La merde de Ruffin, vous lisez Le choix du chômage, vous allez comprendre que c'est des politiques publiques, justement, anti-inflationnistes, ce qu'on appelle le Nérou ou la courbe de Phillips, là, qui justement montre que pour maintenir l'inflation basse et donc la rente capitaliste, il faut un chômage très fort. Et par ailleurs, et c'est comme ça que le concevait Marx lui-même, parce que Marx écrit dans un monde où le chômage endémique n'existe pas, ou pas encore, ou pas sous cette forme. Et par ailleurs, Mais bien sûr que si, en fait, sous Marx, il y a beaucoup plus de chômage qu'aujourd'hui par rapport au monde ouvrier salarié, parce qu'il y a 2/3 de la population qui n'est pas salariée, qui est des petits paysans en rupture et de la petite bourgeoisie. Donc vraiment, mais c'est justement ça qu'il appelle la population surnuméraire et l'armée de réserve, quoi. Enfin... Marx, lui, quand il écrit, il conçoit l'armée de réserve du capitalisme comme étant notamment la main-d'œuvre immigrée. Il fait croire que Marx pense non pas que l'armée de réserve est une dynamique fondamentale de la bourgeoisie qui justement limite le travail par rapport à la masse de travailleurs, donc étend la durée du travail, fait des temps longs, diminue les cadences, etc., pour que cette marchandise travail soit toujours à un niveau bas. Non, il fait croire que Marx, fondamentalement, pour lui, l'armée de réserve, c'était les immigrés, et qu'il y aurait une matrice anti-immigration, nationaliste, protectionniste, dans le mouvement communiste et marxiste. C'est une honte. Cette idée d'attraper, de concevoir l'immigration comme étant l'outil aux mains des capitalistes, aux mains des patrons, aux mains du MEDEF, le vocabulaire change à travers l'histoire, pour faire pression à la baisse sur les salaires, elle est très ancienne, et on la retrouve à la fois chez Marx, chez Jaurès, chez Marchais, chez Mélenchon, et aujourd'hui chez Ruffin. Mais c'est une folie. Dinguerie! Attends, je regarde, il y a quelqu'un qui me parle de thèse, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, mais regarde. Euh, Le seul com sur Marx lequel dit ça pas du reste, tout ça. c'est écrit thèse dedans. L'armée de réserve, c'est les ça, chômeurs. c'est quelqu'un qui sait. C'est une lecture d'extrême droite de Marx. Bah oui, c'est une lecture d'extrême droite. Tu parles comme c'est Zemmour. Un thésard qui m'a dit que j'étais d'extrême droite. Alors les thésards, ils sont gentils et l'extrême droite, c'est méchant. Donc je vais lire. Alors, dans ce cas-là, peut-être. Dans ce cas-là, peut-être. Regardez, on va finir avec ça. Ah, pour Marx, ok, d'accord, ça y est, je capte.
pour Marx, je suis pas un grand lecteur de Marx. Hein. Mais alors, Ah bon Doutouf, ta gueule, putain, mais sans déconner, qu'est-ce que tu viens nous dire que Ruffin se place dans la matrice marxiste en le traitant de raciste? Et si tu veux le traiter de raciste, t'as raison, mais qu'est-ce que tu viens nous dire que sa genèse et sa, je vais dire généalogie, là, comme dirait Foucault, c'est une double insulte pour moi, et Nietzsche, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu viens nous faire une généalogie comme si Ruffin était le descendant normal de Marx et de Georges Marchais, ce moment raciste du Parti communiste qui a poussé, allez voir ça, Étienne Balibar, on a critiqué récemment, mais qui était digne à ce moment-là, en 1980, Oui. d'avoir fait un texte « Pourquoi je quitte le Parti communiste ?» Voilà. Pourquoi tu viens faire ça si ce n'est pour divulguer une vulgate anti-marxiste pour à la fin n'avoir rien d'autre à dire que oui, la même chose que Ruffin, mais en fait, faut être pro-immigration, mais pas trop parce que la pénurie, et donc on va regarder au cas par cas si c'est gentil, pas gentil. Non, l'immigration, dans le mode de production capitaliste, sera toujours au profit du capitalisme. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de transformer l'humanité en force de travail. Et la réponse à cette thèse est simple, on n'attaque pas nos camarades immigrés, on lutte avec eux pour attaquer celui qui s'en sert, celui qui en profite, le profiteur, la bourgeoisie. Donc le monde communiste, c'est l'association des prolétaires de tous les pays contre la bourgeoisie. Donc il n'y a jamais trop d'immigration en période de lutte, parce que plus il y aura d'immigration, plus on pourra mettre la pression et plus on pourra lutter. Et il n'y a jamais trop d'immigration quand la lutte est terminée et que c'est le communisme, parce que plus il y a de monde, plus on peut diviser le travail et s'organiser collectivement et faire mieux, faire plus avec moins de temps de travail. Voilà. Alors après, tu vois, ça rentre vraiment dans ce truc, tu sais, des gens actuellement qui veulent absolument parler de marxisme toute la journée, alors qu'ils y connaissent rien. Soit pour taper dessus, comme le fait Clément Viktorovitch aujourd'hui, mais toujours sur une version Clément Viktorovitch, c'est-à-dire il tape dessus, mais il n'a pas l'air de trop taper dessus non plus, parce que quand même, faudrait pas trop se mouiller, faudrait pas prendre une vraie position qui te mette un petit peu en danger, faudrait pas tout ça, quoi. Donc il y a ça, et puis je vous rappelle qu'il y avait la version Cyrielle Châtelain, dont on a parlé il y a pas longtemps, chef du groupe parlementaire des Verts, dans une capsule qui est sortie samedi dernier, quand vous regarderez cette vidéo, qui vient se Marx-washer à la Boétie. Et moi, pour conclure ça, j'ai envie de vous parler un peu de ces modes de position là par rapport au marxisme. Bon, déjà, ils sont obligés de citer Marx parce qu'on est tellement de retour en fait. Donc voilà, ça c'est trop bien. Il va falloir avancer nos pions et transformer l'essai. N'est-ce pas? Mais il y a un peu un truc aussi, moi j'ai envie aussi de leur reprocher à ces gens, parce que oui, c'est pas gentil de reprocher des trucs aux gens et tout, c'est bon, hein, personne va choper les gens chez eux et les empêcher de vivre, on se fait de la critique politique sur du fond politique sur internet, enfin je veux dire, il n'y a rien de grave, quoi, tranquille, il y a des gens, ils ont des vrais problèmes dans la vie, quoi, c'est pas ça, et c'est pas ceux qui seront réglés par ce type de pensée. Mais j'ai envie de vous dire un commentaire sous la vidéo de Cyrielle Châtelain, et ça va rejoindre un petit peu la critique que j'ai à faire à Viktorovitch, parce qu'en fait, vous avez vu dans la vidéo d'avant, Chris il pétait un câble sur Viktorovitch qui dit tout d'un coup « Ah là là, Mélenchon, il est diabolisé » et tout, sans être conscient de comment son action à lui agit là-dessus. Il y a cette espèce de tendance, et notamment dans la gauche et tout, d'avoir une espèce de vision un peu structuraliste des choses où du coup, ça te permet de t'extraire de ta propre responsabilité au sein du collectif, du travail que tu as à faire. Et pourquoi je vous parle de Cyrielle Châtelain? Parce que je vais vous lire ce commentaire d'un camarade qui m'a beaucoup intéressé, qui nous dit « J'ai vu que les 10 premières minutes, donc c'est pas encore dans les sujets de fond, mais je vais quand même me faire l'avocat du diable. J'ai rejoint un GA soumis près de Grenoble pour 2027. Full petit vieux mélenchoniste de la première heure, et j'ai été vachement surpris de l'estime qu'il porte à Cyrielle Châtelain sur ses actions de petite bidouille politique locale au sein de la gauche. Je pense sincèrement que le truc voté contre ses tripes, c'était vrai. Alors je vous rappelle, Cyrielle Châtelain, avec le groupe parlementaire des Verts, n'ont pas voté la censure au gouvernement Le Cornu quand ils ont passé le budget dégueu de la sécurité sociale, et derrière, elle va tenir des discours pseudo-marxistes à la Boétie, ce qui m'énerve beaucoup. Et il dit, c'était vrai, qu'elle a juste appliqué la rigueur qu'on appelle de nos voeux, vous les premiers, de suivre le parti, et qu'on doit le comprendre. Après, de là à dire que c'est une marxiste en taquillage chez les Verts, je ne sauterai clairement pas le pas, mais je pense qu'elle incarne un persona-type des Verts. Lily de Lille, 35 ans, éco-anxieuse, qui aime les plantes et est une idéaliste politique qui ne demande qu'à virer à gauche, attirée par la lumière du matérialisme dialectique. Merci pour ton message déjà, camarade, et... Alors, première chose, le truc de voter contre ses tripes, c'est suivre la ligne du parti et tout. Alors moi, ici, nous, on est des marxistes-léninistes, on est pour le centralisme démocratique, hein, globalement, c'est-à-dire liberté dans la discussion, unité dans l'action au sein d'un parti. C'est une rigueur collective qu'on doit s'appliquer pour pouvoir être efficace. Mais en fait, tu suis la ligne du parti si c'est ta ligne.
Je sais pas, moi je suis dans un parti. Si du jour au lendemain, mon parti se met à devenir Clément Viktorovitch et à raconter que Marx, en fait, l'armée de réserve, c'est l'immigration et je sais pas quoi, je me barre, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu fermes ta gueule ou tu te casses, tu vois. C'est un peu ça la règle. Mais là, du coup, tu te casses. Pour moi, ne pas voter la censure au gouvernement Lecornu à l'automne 2025 sur ce budget de la Sécu, mais pour moi, ça vaut mais 1000 fois de claquer la porte éventuellement sur la gueule du gars qui t'a demandé de pas voter la censure, tu vois. Vraiment, hein. Et puis en Donc plus, ça, ça c'est une voudrait chose. dire que ses tripes, c'était ça, mais elle a choisi la raison du parti, Ouais. ce qui est pire en fait, quoi. Tu vois, Oui, enfin, c'est pire. Oui, c'est pire. Et ensuite, il y a un truc en fait, il y a des gens, ils sont un peu attirés par la gauche, mais voilà, et du coup, ils vont pas au bout et tout. Eh ben, je suis désolée, mais que ce soit Clément Viktorovitch ou Cyrielle Châtelain, c'est pas le petit vieux qui a 900 balles de retraite et que vous croisez à votre GA insoumis, en fait. Ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'audience, de l'argent, du temps, une position sociale et un pouvoir qui leur permet de faire infléchir des lignes. Ils ont une responsabilité. Cyrielle Châtelain, elle est députée à putain de 7000 balles par mois, d'accord? Moi, je suis extrêmement bien payée. Cette meuf gagne 2 fois ce que je gagne. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. Donc, à un moment, t'as tes trajets en train payés depuis Grenoble pour aller voter tes amendements de con à l'Assemblée nationale et tout. Et quand il s'agit de choix politiques majeurs, etc., tu te planques, tu te couches. Et derrière, tu vas tenir des discours pseudo-marxistes et tout. Je suis désolée, mais en fait, à un moment, faire changer les gens en politique, convaincre des gens en politique, c'est pas vrai que ça passe que par de la discussion rationnelle. Ça passe aussi par le fait de s'opposer des arguments de manière un peu costaud, notamment quand on parle de gens qui sont dans ces positions sociales-là. Et Clément Viktorovitch en fait aussi partie. Clément Viktorovitch, littéralement, il a eu la porte ouverte de quasiment tous les médias. C'est un mec qui a énormément d'audience. C'est un mec qui est extrêmement entendu, écouté sur la gauche Internet. Quand il vient tenir ce genre de discours, oui, c'est un problème. Et évidemment qu'il faut lui mettre la pression et lui rentrer dedans. Comme Cyrielle Châtelain, il faut lui mettre la pression et lui rentrer dedans. À un moment, tu peux pas en permanence te planquer derrière le fait que gna gna gna, mais en fait, moi, au fond de mon cœur, je suis gentille, mais en fait, dans les faits, je passe ma vie à moto. Je m'en fous de ce qu'il y a on au fond sonde pas de les ton âmes. cœur. Oui, de fou. On s'en fout. Tu vois, peut-être que Cyrielle Châtelain, au fond de son cœur, elle est très gentille et tout. Ça se trouve, la meuf est super sympa. C'est cool de boire une bière avec elle. Ça pourrait être une copine à moi. J'en sais rien, tu vois. Franchement, c'est possible. Là, la question, c'est qu'en tant que responsable politique, chef de groupe d'un des partis principaux de la gauche, enfin, je veux dire, la meuf, c'est pas la secrétaire de la mairie de Trifouiller-les-Oies, quoi. C'est pas une meuf qui a zéro pouvoir sur la société, ultra exploitée, etc. C'est pas ça, quoi. Enfin, faut arrêter. Donc, à un moment, il y a aussi vraiment un enjeu à aller mettre les gens face à leurs responsabilités. Et encore une fois, là, nous, quand on dit ça, tranquille, hein. On fait des vidéos sur Internet où on parle de théorie politique. Je vous jure que moi, toute la journée, je croise des gens qui ont des problèmes dans leur vie. C'est des problèmes plus compliqués que ça, en fait. Faut arrêter, putain. Donc non, en fait, il va falloir arrêter de se planquer. C'est un problème de tenir ce type de discours. Soit ça vient mentir sur Marx, soit ça vient se Marx-washer. Et dans tous les cas, quand il s'agit d'agir, d'être clair, d'être clean, d'être carré, il n'y a personne, à un moment, c'est bon pour reconstruire une gauche radicale de qualité pour les prochaines années, faire un parti de masse, prendre le pouvoir et abattre le capitalisme. Il va falloir être un petit peu plus solide que ça sur ses appuis à un moment. Donc voilà, bref, désolé, c'était le petit conclu, mais voilà, ces gens ont des responsabilités. Dire de la merde comme ça, c'est pas du tout anodin. Et donc on a droit, nous, d'être un peu, nous, on est un peu les relous qui venons mettre la pression. Et on va et puis continuer. on va faire notre part. De toute façon, tu vas le dire. Mais nous, on considère que la critique, c'est toujours dans la voie d'un programme et que le programme, c'est toujours la conséquence d'une critique. Donc oui, on dit soyez conséquents, arrêtez de commenter, arrêtez de blablater, on va vous juger par ce que vous faites et non pas par ce que vous dites, quoi. Et donc nous, on va faire des trucs et je te laisse faire la conclusion là-dessus. Oui, on va faire des trucs. Alors, il y a plein de trucs qui vont sortir bientôt. Le débunker de sondage que vous allez tous pouvoir utiliser vous-même, qui sortira a priori courant du mois de juin. On vous en dira plus bientôt. On est en train de faire un gros travail, notamment théorique, programmatique, etc. Vous allez voir, on va vous sortir des trucs là. Alors, ça, c'est des trucs qui nous prennent plus de temps, hein, forcément. Donc, ça sera dans plusieurs mois. Mais on prépare des trucs et surtout, énorme banger, bien sûr, en vue, les amis, le 13 juin prochain. C'est le prochain événement organisé par l'association La Berge, plus précisément par la revue Position Revue, où on vous présente un énorme projet sur lequel beaucoup de gens de notre équipe sont depuis plusieurs mois, depuis plus de 6 mois maintenant, car nous avons envoyé une équipe début janvier à Cuba pour filmer Saïd Bouamama,
intellectuel incroyable que nous aimons beaucoup ici, militant du FUEQP, militant à l'URC, intellectuel marxiste contemporain francophone, un des meilleurs de la période, vraiment, Oui, je bien le sûr. pense, Indispensable. qui est allé à Cuba pour les 60 ans de la tricontinentale. Il a écrit un bouquin sur la tricontinentale que vous pouvez aller lire. Et nous l'avons suivi là-bas, Saïd, pour parler de la tricontinentale, mais surtout de l'actualisation de la lutte marxiste internationale aujourd'hui et surtout de la lutte anti-impérialiste. Comme vous le savez, Cuba est en très très grande difficulté due au blocus imposé par les États-Unis. Et donc notre équipe est allée filmer là-bas, filmer les conférences de la tricontinentale, mais pas que, filmer les Cubains, filmer la population, et est allée filmer des moments de vie politique de cette île qui sont assez fous, car par hasard, on s'est retrouvés à être à Cuba juste après l'attaque états-unienne au Venezuela, où, vous le savez peut-être, mais des dizaines de soldats cubains ont perdu la vie. Et donc ce film montre tout ça, les enjeux actuels de l'anti-impérialisme. On est vraiment super, super, super fiers d'avoir pu faire ça, de vous le présenter. La première étape de diffusion de ce film, c'est une avant-première qui aura lieu le 13 juin à Nanterre à 16h30. Il y aura une projection du film et ensuite il y aura un débat avec Saïd Bouamama, forcément, et Salim Lamrani, qui est un universitaire, maître de conférence, spécialiste de Cuba et de ses relations avec les États-Unis. Franchement, je pense que ça va être un énorme banger. Il reste encore quelques places normalement au moment où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à réserver. Nous proposons aussi dans la soirée ensuite une soirée dans un bar qu'on a privatisé dans le 18e. Je ne suis pas sûre qu'il restera des places quand vous verrez cette vidéo, parce que là, au moment où on tourne, on est sur les toutes dernières places encore disponibles. Dans tous les cas, déjà, à chaque fois, c'est un immense plaisir de vous croiser et que les gens se rencontrent et discutent et tout ça et parlent de chacun leur situation militante dans leur coin et tout. Mais surtout, là, c'est sur un thème qui nous tient énormément à cœur, qui est une actualité brûlante du marxisme actuellement, des luttes plus généralement progressistes, la lutte anti-impérialiste, qui est à l'agenda plus que tout, car je vous rappelle que les États-Unis sont en train de s'effondrer, qu'il va y avoir une recomposition des rapports de force, et il y a une ouverture de dingue pour pouvoir vraiment faire des choses. Et nous, dans le centre impérialiste, il faut vraiment qu'on se pose la question de quelle est notre place à l'échelle internationale dans tout ça, car contrairement à ce que pense Clément Viktorovitch, nous sommes marxistes et communistes, donc nous sommes forcément internationalistes. Bref, vraiment, ça nous tient trop à cœur, donc si vous voulez aller voir ça. Et puis ensuite, on vous expliquera, déjà on aura plein de trucs à vous raconter sur le film et les questions que ça nous a posées en termes de production et tout, parce que sur les gens qui se font des propriétés sur des trucs et tout, Chris, on aura des... Ouais, on aura pas mal de trucs on aura 2-3 trucs à dire sur ce genre de choses, mais on va attendre déjà de faire la première projection. Des autodidactes, comme on a dit tout à l'heure, on découvre des trucs, voilà, c'est intéressant, ça Tout à renforce fait. nos positions, voilà. Tout à fait. Donc la projection débat, le prix est à 5 €. L'objectif, c'est toujours de faire des prix où à peu près tout le monde peut venir, même si il y a des gens, 5 € c'est chaud, mais voilà, on a essayé de mettre le prix le plus bas possible pour qu'on puisse quand même rentrer un peu dans nos frais avec la location de l'amphi, de machin, de trucs, la technique et tout. Et si vous voulez donner plus, bien sûr, vous pouvez donner plus pour soutenir l'asso. De toute façon, pour soutenir l'asso, vous le savez, vous pouvez aussi aller sur le Tipeee, qui est vraiment l'endroit où vous nous financez, et ça nous permet de mettre en place tous les projets qu'on est en train de faire et une partie des projets qu'on va vous présenter. Et juste pour finir, évidemment, ce film, pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir être présents avec nous à Nanterre, il y aura évidemment des moyens de le voir, et vous imaginez bien qu'on ne va pas être là à le vendre en faisant de la grosse thune et tout. Je vous rappelle qu'ici, nous, on est des gros cocos, donc on est pour la gratuité et l'accès universel au savoir pour tous de manière populaire. Mais on vous expliquera un petit peu plus tard comment on va organiser la diffusion de ce film de la manière la plus cool et la plus intéressante, et surtout la plus politique et génératrice de militantisme, parce que nous, le but de ce film, c'est que les gens y sortent en ayant envie de militer, des clés de compréhension et des clés de pratique aussi militantes. Voilà. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire, continuez à mettre la pression, ne lâchez rien. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. C'est la